Bonjour, aujourd'hui le cours fait suite au cours de la biophysique des rayonnements ionisants et intitulé Interaction des rayonnements ionisants avec la matière. Comme objectif de cours, c'est de connaître les interactions des particules chargées avec la matière, tel le phénomène de collision et le phénomène de freinage, puis de connaître la notion de transfert linéaire d'énergie, le TEL, et de connaître les interactions des photons X et gamma avec la matière par l'effet photoélectrique, l'effet Compton et l'effet de création de paires. Puis connaître le phénomène d'atténuation et la couche de demi-atténuation. Donc le plan de ce cours il va être composé d'une généralité. Puis le deuxièmement, c'est les interactions des particules chargées avec la matière, le phénomène de collision et le phénomène de freinage. Puis les interactions des photons avec la matière, avec la notion de coefficient d'atténuation, de deux couches de demi-atténuation et les applications médicales de ces interactions de rayonnement avec la matière. Donc, les rayonnements ionisants sont des émissions d'énergie à partir d'une source radioactive, c'est le cas de la radioactivité, par une source de production artificielle telle que les tubes à rayons X et les accélérateurs d'électrons. Donc, ils agissent sur les tissus vivants composés essentiellement de l'eau, H2O, et de l'ADN. C'est les effets biologiques des rayonnements ionisants qui fait intervenir la radiothérapie et le radiodiagnostic. Ou également sur les effets inertes ou les objets inertes, tels que les plaques photographiques des détecteurs à la base d'imagerie médicale, fonctionnelle et anatomique. Les différents types de rayonnements, les rayonnements donc sont soit non ionisants, c'est le cas des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde supérieure à 0,1 micromètre, ou ionisants tels que le rayonnement électromagnétique de longueur d'onde inférieure à 0,1 micromètre, c'est le cas des photons X et gamma, ou les particules non chargées telles que les neutrons, ou les particules chargées telles que les électrons, les particules alpha, les protons, les deutons et les fragments de fissure. Donc, les grandes catégories de rayonnements ionisants, ils sont composés de rayonnements électromagnétiques type X ou gamma de longueur d'onde inférieure à 100 nanomètres, ou de particules chargées, c'est le cas des électrons et positrons et particules alpha et protons ou chargés, tels que les neutrons. Le processus d'ionisation et d'excitation atomique, donc lorsqu'il y a un rayonnement qui est émis vers un atome, deux situations, soit il y a une ionisation lorsque l'énergie du rayonnement incident est supérieure à l'énergie de liaison, ou une excitation lorsque le niveau d'énergie de l'électron d'une couche K ou L ou M il est déplacé vers une couche plus périphérique. Donc l'interaction des rayonnements ionisants chargés se fait d'une manière directe, donc ils sont directement ionisants, ils sont des particules de deux types, soit des particules chargées les légères, c'est les bêta-, les bêta+, les électrons positifs ou négatifs, ou des particules chargées lourdes, c'est les protons, les deutons, les particules alpha ou les fragments d'ion. Donc les autres types de rayonnements, ils sont non chargés, c'est le cas des rayonnements électromagnétiques type X et gamma, et de même pour les particules non chargées neutres telles que le neutron. Donc l'effet dans ce cas-là, il est indirectement ionisant. L'énergie d'ionisation, c'est une énergie susceptible d'arracher des électrons à un atome. L'énergie de rayonnement incident doit être supérieure à l'énergie de liaison des électrons atomiques. Donc pour les structures vivantes biologiques, cette énergie elle est supérieure à 13,6 électronvolts. C'est l'énergie de l'atome d'hydrogène qui crée ainsi un électron
et un ion positif. Par convention, les rayonnements sont ionisants dès que leur énergie est supérieure à 12,4. Le tableau intitulé présente les différents types d'énergie de liaison des différents atomes. Donc on voit que l'hydrogène il a une énergie de liaison de 13,6. Pour l'oxygène c'est 13,62. On a pris donc les interactions des particules chargées avec la matière. Les interactions des particules chargées légers ou lourds sont des interactions à caractère obligatoire qui se fait avec les électrons de l'atome, avec les noyaux. Donc les interactions des particules chargées est un phénomène de collision. Ça veut dire que la particule incidente, il cède une partie de son énergie cinétique aux électrons de l'atome cible, du milieu. Cette énergie elle est égale delta E. Si l'énergie de liaison de l'atome est EL, donc deux phénomènes qui se produisent selon delta E. Soit il y a une ionisation de l'atome, lorsque delta E il est supérieur à l'énergie de liaison, soit il y a une excitation de l'atome lorsque le delta E est inférieur à l'énergie de liaison de l'atome. Donc l'énergie transférée est supérieure à l'énergie de liaison. L'électron, en cas d'ionisation de l'atome, et donc l'électron est éjecté selon une orbite, de son orbite, à une énergie cinétique delta E moins l'énergie de liaison. Donc l'électron éjecté de l'atome est appelé électron secondaire. Il peut à son tour créer d'autres ionisations si son énergie cinétique est suffisante. L'atome est alors ionisé. L'excitation de l'atome, si l'énergie transférée est inférieure à l'énergie de liaison, donc delta E, il sert seulement à déplacer l'électron atomique d'une couche profonde vers une couche périphérique. L'atome cible est excité. Si delta E il est assez élevé, l'énergie transférée peut être dissipée sous forme de rayonnement électromagnétique moins énergétique. Si delta E est très faible, cette excitation aboutit à une dissipation thermique. Donc là, le schéma il montre les excitations de l'atome. Premièrement, il y a le rayon incident, ou la particule chargée incidente, qui va déplacer l'électron de la couche interne vers une couche externe. Et puis troisièmement, c'est qu'il y a un retour de l'électron à son état initial avec une émission d'un photon lumineux. C'est le principe de la production des rayons laser. Pour quantifier l'énergie transférée, on parle du transfert d'énergie linéique, TEL. Le TEL mesure la quantité d'énergie transférée au milieu par unité de longueur de la trajectoire. Le TEL il s'exprime en kilo-électrovolts par micromètre. Dans l'eau, une ionisation nécessite un transfert d'énergie delta E de 16 électrovolts. Mais pour ionisation, il se produit trois excitations et des transferts thermiques de 16 électrovolts. Le transfert d'énergie linéique d'un rayonnement incident du milieu traversé dépend de trois caractères. D'abord, la nature du rayonnement, si c'est un rayonnement très énergétique ou non. Donc l'énergie est également du rayonnement. L'ionisation se fait à 16 électrovolts pour la molécule d'eau. Et la nature de la matière traversée. La matière vivante en milieu biologique, c'est de l'eau. Donc le transfert d'énergie linéique, TEL, pour la particule de vitesse faible devant celle de la lumière. Le TEL est donné par la formule TEL égale K fois Z au carré fois petit n fois Z sur V au carré, avec K une constante. Z c'est la charge de la particule incidente, N le nombre de particules cibles et Z le numéro atomique de la cible.
puis petit v, c'est la vitesse de la particule incidente. Donc cette formule nous montre que la vitesse de la particule incidente, il est au dénominateur. Ça veut dire que lorsque la vitesse est nulle, le transfert il est au maximum. Donc le transfert d'énergie linéique nous montre qu'à chaque interaction, la particule incidente il cède une partie de son énergie cinétique au milieu cible jusqu'à ce qu'elle soit complètement arrêtée. Quand V égale à 0, c'est-à-dire la fin du parcours, l'énergie transférée est maximale. D'où les particules chargées peuvent être arrêtées par des écrans d'une épaisseur bien déterminée. Le schéma, il montre que les particules légères telles que l'électron et le positron, ils peuvent avoir une trajectoire en ligne brisée. Et l'énergie, à la fin du parcours, il est maximale avec une vitesse qui est nulle. La densité linéaire d'ionisation, le nombre de paires d'ions, c'est le nombre de paires d'ions créés par une particule incidente par unité de longueur de la trajectoire. La densité linéaire d'ionisation s'exprime en paires d'ions par micromètre. Donc si Wi est l'énergie moyenne transférée pour chaque ionisation, on a le transfert d'énergie linéaire qui est égal D2Li fois Wi. Les interactions des particules chargées avec le noyau de l'atome cible. Donc cette fois-ci, quand la particule chargée il passe à proximité du noyau atomique de la cible, il est attiré ou repoussé selon que sa charge il est positive ou négative. C'est le phénomène de freinage. Quand la particule est déviée, une partie d'énergie cinétique est mise sous forme de rayonnement de freinage. On l'appelle en allemand Bremsstrahlung, qui est à la base de la production des rayons X en radiologie. Donc le phénomène de Bremsstrahlung représente les types d'interaction des particules chargées telles que l'électron avec le noyau d'un atome. C'est à la base de la production des rayons X et on appelle les rayons de freinage. Les rayons de freinage, ils ont un spectre d'énergie ou d'émission de rayons X qui est continu et il est utilisé en radiologie. Pour les cas particuliers entre l'électron et le positron, la longueur des particules dans la matière vivante sont des lignes brisées à profondeur de quelques micromètres. Pour la particule étant légère, chaque transfert d'énergie par collision ou freinage, il se traduit par un changement de direction important, jusqu'à 180 degrés. Les particules légères, pour la différence entre l'électron et le positron, c'est la réaction d'annihilation. Le positron, quand il épuise son énergie cinétique en fin de parcours, il se crée deux photons Hmu de 511 kV. En cas de particules chargées lourdes, particules alpha ou le proton, les particules chargées lourdes, ils ont une vitesse faible, d'où le transfert d'énergie linéaire est élevé. Et le transfert d'énergie n'influence pas sur la trajectoire qui est rectiligne et peu profonde dans la matière, quelques micromètres. Et puisque les particules sont lourdes, donc le transfert d'énergie linéaire, on va avoir une vitesse qui est faible, d'où toute la trajectoire, il y a un dépôt d'énergie, mais il est maximal à la fin du parcours, c'est-à-dire quand la vitesse il est petite, très petite, tend vers 0. Donc le pouvoir de pénétration nous permet de dire que les particules alpha ils sont arrêtées par une simple feuille de papier. Pour les particules bêta, ils sont arrêtés par une feuille d'aluminium, alors que pour les rayons gamma, ils sont atténués mais non pas arrêtés complètement. La courbe de Bragg, c'est une courbe qui permet de schématiser le parcours des particules lourdes et qui va nous montrer que
le nombre de paires d'ions par millimètre qui vont parcourir, c'est de 4 micromètres au niveau du pic. Donc il nous permet de situer le point de positionnement des sources dans le cas de traitement par les faisceaux de protons, la protonothérapie. Pour les applications médicales, donc les interactions des particules chargées lourds et légers, ils sont utilisés en radiothérapie. En sélectionnant l'énergie cinétique des particules, on peut ajuster la profondeur du pic de Bragg et celle d'une tumeur. C'est le cas de protonothérapie. On peut ainsi mieux protéger les tissus sains environnants. Et les accélérateurs des électrons permettent de faire la radiothérapie externe dans les tumeurs, surtout superficielles, telles que les tumeurs cutanées ou de la sphère ORL. La radioprotection, donc les particules chargées, ils sont limitées dans la matière et arrêtées par quelques centimètres d'air, quelques feuilles de papier ou couches de cornée de la peau. Donc il n'y a pas de risque d'exposition externe. Mais l'exposition interne par l'absorption des radioéléments, en cas de médecine nucléaire, de radiothérapie par métabolique, il y a le danger des radiations localisées et pénétration par pénétrant dans l'organisme. Donc là, c'est l'interaction des particules chargées lourdes et légères. Le deuxième chapitre, c'est les interactions des photons avec la matière, telles que les rayons X et les rayons gamma. Tout d'abord, donc c'est des interactions qui sont indirectement ionisantes. Et on a le spectre électromagnétique des rayonnements ionisants, les rayons X et gamma. Ils ont une énergie très élevée, de l'ordre de donc supérieur à 100 ou à 1000 électrovolts, et donc une fréquence très élevée également, puisque E égale H mu. La longueur d'onde, elle est très petite. L'origine des rayons X, deux origines, soit par le phénomène de freinage des faisceaux électrons accélérés après le noyau, soit par le retour à l'état fondamental d'un atome excité. C'est les rayons X caractéristiques. Pour les rayons gamma, ils sont d'origine nucléaire, c'est-à-dire émis par les noyaux qui passent d'une transition d'un état excité à un état stable. C'est le phénomène de radioactivité. Et ils ont des énergies plus élevées que les rayons X. Les effets globaux des photons, il y a trois grands effets. Avant de parler des effets, on va voir que les caractéristiques des rayonnements type X ou gamma, c'est-à-dire les rayonnements électromagnétiques, ils sont caractérisés par leur énergie, par leur fréquence et par leur longueur d'onde. E égale H mu égale Hc sur lambda. C'est-à-dire que lorsque la fréquence il augmente, l'énergie également, puisque H est une constante. Et inversement, la longueur d'onde diminue. Les effets globaux des rayonnements type photon X et gamma, il y a deux grands effets. Avec les électrons, l'interaction avec les électrons va nous inciter à parler des effets photoélectriques. L'interaction avec également avec les électrons, c'est les effets quantons. Lorsque l'interaction se réalise avec le noyau, on parle de matérialisation. Donc l'atténuation d'un faisceau de rayons X, il est étudié à travers des collimateurs avec une interaction avec un matériau M et un détecteur qui va mesurer le faisceau de photons qui vont traverser le matériau M d'épaisseur X. Donc lorsqu'un faisceau de rayons X ou de photons gamma pénètre dans un milieu matériel, on constate une disparition progressive des photons primaires qui le constituent. L'atténuation est due à l'interaction d'un certain nombre de photons avec les particules matérielles de la cible, notamment les électrons atomiques. Et donc on va avoir une courbe ou une formule de décroissance
exponentielle de faisceaux de photons qui vont traverser l'écran en fonction de l'épaisseur de l'écran et en fonction de la nature de cet écran. Donc la loi qu'on va avoir, c'est une loi d'atténuation d'un faisceau de photons. Cette loi Nx égale N0 exponentielle moins mu x, avec N0 c'est l'intensité de rayonnement incident, Nx c'est l'intensité des rayonnements qui ont traversé la matière avec une distance x, ou rayonnement transmis. Et le mu c'est le coefficient d'atténuation linéaire total. Donc le coefficient d'atténuation linéaire, il fait intervenir le mu, c'est-à-dire le coefficient ou la probabilité d'interaction d'un photon par unité de longueur avec la matière. L'unité de mesure, c'est le centimètre moins 1. Le coefficient d'atténuation linéaire qui caractérise les matériaux, il dépend de la nature du matériau cible, l'énergie des photons, et d'où on a le coefficient massique, qui est le rapport de coefficient d'atténuation sur la masse volumique. L'unité, c'est le mètre carré par kilogramme ou le centimètre carré par gramme. Donc ces relations de nx égale n0 exponentielle moins lambda t est une relation qui est exponentielle décroissante et qui montre que on ne peut pas, par interposition d'écran, atténuer un faisceau de photons, mais on peut pas arrêter un faisceau de photons, mais on peut l'atténuer. La couche de demi-atténuation, après la formule qu'on a, on peut déduire que la couche du CDA, ou le nombre de faisceaux qui est réduit de moitié, fait intervenir la couche de demi-atténuation. La couche de demi-atténuation, il permet de diminuer un faisceau de rayonnement de moitié. D'où le CDA égale ln de 2 sur mu égale 0,693 sur mu. C'est une unité de mesure de longueur. La couche de demi-atténuation est très importante en radioprotection. Le plomb est le matériau le plus utilisé pour atténuer l'intensité des rayons. La couche de demi-atténuation, on peut la schématiser sur une courbe de variation de nombre de rayonnements transmis par le CDA. Donc une seule CDA, il est de 50% réduit le faisceau initial. Deux CDA, le faisceau initial est réduit de 75%, et ainsi de suite. Le coefficient d'atténuation et le CDA, il dépend de l'énergie des photons et il dépend du matériau traversé. Donc le mécanisme des interactions des rayonnements ionisants entre les photons et la matière, on a dit qu'on peut les résumer en trois grands mécanismes: l'effet photoélectrique, l'effet quanton et la matérialisation oxyde de pair. Pour l'effet photoélectrique et l'interaction du photon avec un électron, fortement lié de l'atome constituant la matière. L'effet photoélectrique, il résulte du transfert de l'ensemble de l'énergie du photon incident sur un électron de l'un des atomes cibles. Condition, il faut que l'effet photoélectrique, il faut que l'électron photon dont l'énergie soit supérieure à l'énergie de liaison de l'électron cible. Le photon initial, il va disparaître. Et l'électron éjecté, il emporte une énergie cinétique, EC, qui est égale à l'énergie du photon mais l'énergie de liaison de l'électron est appelée photon-électron. Donc l'interaction, il se fait surtout avec les électrons liés, c'est-à-dire les électrons de la couche K, d'une manière moins importante la couche L et couche M. L'effet photoélectrique, il est réalisé lorsque l'énergie est de 1 à 100 kV. Donc l'électron éjecté, il va ioniser et exciter les atomes qui sont à proximité de l'atome où il y a l'effet ou l'interaction de rayonnement avec la matière.
Les phénomènes secondaires à l'effet photoélectrique, c'est que l'électron il va être expulsé, induit des ionisations et des excitations des atomes du milieu, mais la réorganisation du cortège électronique il va donner un phénomène de rayonnement de fluorescence X ou émission d'un électron périphérique de l'atome qui est l'électron Auger. C'est l'effet Auger. Le deuxième type d'interaction des rayonnements ionisants type X ou gamma avec les atomes, c'est l'effet Canton. Donc l'interaction il se fait entre un photon d'énergie E égale h mu et un électron libre ou faiblement lié de l'atome cible. L'électron Canton est diffusé avec une énergie WE et un photon diffusé avec un angle θ avec la direction temps incident. Ce phénomène est appelé diffusion. Canton, il représente l'interaction des photons avec les électrons de la couche périphérique et les photons ils sont alors diffusés avec une énergie inférieure à son énergie incidente. L'électron subit un recul selon l'angle θ. Donc l'électron Canton, elle va former un angle phi avec la droite de la trajectoire du photon incident et un angle θ va former le photon diffusé avec une énergie E égale h mu prime qui est inférieure à l'énergie initiale du photon incident qui est de h mu. Pour l'effet Canton, le devenir de l'électron de recul, normalement l'énergie, les conditions pour qu'il y ait un effet Canton, il faut que l'énergie soit du photon incident soit entre 100 kV et 1 MeV, 1 mégaélectrovolt. Les phénomènes secondaires à l'effet Canton, il y a les rayonnements diffusés, l'altération de l'image en cas d'imagerie radiologique par ces photons diffusés, et il y a le risque d'irradiation du personnel, surtout les techniciens de radiologie. Le troisième effet des rayonnements X ou gamma avec la matière et se fait avec l'atome au niveau du noyau. D'où le phénomène de création de paires. Il y a la première condition, il faut que l'énergie du photon incident soit supérieure à 1,022 MeV. Il est réalisé à proximité du noyau, avec une création de deux paires, un électron et un positron, et disparition du photon. Énergétiquement impossible. 11 MeV. Donc la matérialisation se réalise lorsque l'énergie du photon incident est supérieure à 1,022 MeV. La comparaison des trois types d'interactions. Pour l'effet photoélectrique, l'absorption est totale du photon. Pour l'effet Canton, l'absorption est partielle et il y a un phénomène de diffusion. Pour la création de paires, l'absorption est totale. Par rapport à la cible, l'effet photoélectrique et l'électron, c'est l'électron surtout au niveau de la couche K et L, ça veut dire les électrons profondes. Pour l'effet Canton, c'est les électrons périphériques. Pour la création de paires, c'est le noyau. Donc la comparaison sur ce schéma, il montre que l'effet photoélectrique, c'est le premier effet avec une énergie inférieure à 100 kV. Pour l'effet création de paires, c'est entre 100 et 1000 kV ou 1 MeV. Et pour la création de paires, c'est supérieur à 1000, supérieur à 1,022 MeV. Voilà. Et ce cours, il est fini. Et donc, je vous remercie et au revoir.